Les clés de l'écho, bonjour, avec, comme chaque semaine, Muriel Motte, éditorialiste au journal Les Échos, qui nous accompagne ainsi chaque semaine dans notre exercice d'explication, de décodage de l'actualité. Ça va ? Ça va. Pas de vacances pour vous, hein ? Non, pas de vacances, malheureusement. L'actualité dominée par ces images très contrastées qu'on a vues cette semaine. D'un côté, une économie réelle, difficile en Europe, avec un président de la République qui essaie de jouer la proximité dans des secteurs fragiles. Il était en début de semaine à Charleville-Mézières, on le voit là. Et puis en fin de semaine au Havre, pour boucler un plan de sauvetage de l'ensemble des ports français. Et puis de l'autre, cette autre image, celle d'un Barack Obama qui tombe la veste et qui démarre sa campagne électorale par un chat gigantesque sur Facebook. On le voit là en Californie avec le patron de Facebook. Deux images, deux perspectives, peut-être deux modèles de société. L'événement, cette semaine, aura été l'euphorie des marchés financiers, partout dans le monde, à New York, Londres, à Paris. Ces marchés ont été dynamisés par la formidable performance des grandes valeurs de la technologie. Les résultats publiés notamment par IBM, plus 10%, par Intel, le numéro 1 mondial du microprocesseur, plus 20%, et puis surtout par Apple, 93%, pratiquement un bénéfice doublé, le roi des smartphones et de l'iPad. Ces résultats ont boosté l'ensemble des valeurs cotées. Tous les experts y voient là un formidable marqueur de reprise, à la fois des investissements, de la valeur ajoutée, de la productivité, de quoi occulter complètement et oublier les inquiétudes qui avaient été provoquées par la guerre en Libye ou par le séisme japonais. Alors si l'avenir se joue dans les pays émergents et dans la haute technologie, on a voulu savoir pourquoi et comment. Pourquoi notamment l'Europe est en retard dans ce domaine. Sur ce plateau, Alain Bénichou, PDG en France d'IBM, une entreprise qui s'est complètement transformée au cours de ces 10 dernières années. Merci d'être là. Vous avez été incontournable pendant toute la semaine, compte tenu des résultats d'IBM qui ont dynamisé l'ensemble des marchés financiers. On va en parler dans un instant. Et puis à vos côtés, Mats Garduner, qui est le PDG de 55. Ça ne vous dit rien, mais l'année dernière, vous étiez sur les plateaux de télévision comme étant le patron de Google en France. Et puis vous vous êtes mis à votre compte pour aider les entreprises françaises à rentrer de façon plus efficace dans l'informatique moderne, c'est-à-dire dans Google et peut-être dans Facebook, parce que vous préparez quelque chose avec eux. IBM, Alain Bénichou, on commence par une actualité un peu grave, beaucoup plus grave que des résultats financiers, c'est celle du Japon, oui. Parce que vous êtes très présent au Japon. Hein. IBM est au cœur du système informatique japonais qui a quand même été détruit par le système. Comment ça se passe aujourd'hui ? Écoutez, d'abord, première chose, ce qu'il faut dire, c'est que tous nos employés sont sains et saufs. C'est la chose la plus importante pour nous. Vous en aviez beaucoup ? On a plusieurs dizaines de milliers. Donc, il est clair que c'était notre première préoccupation. La deuxième chose, c'est la mobilisation d'IBM Japon pour ses clients et le formidable travail qui a été fait pour remettre en place, pour redémarrer les centres informatiques en une demi-journée, en fait. Tout était reparti en une demi-journée. C'est le système nerveux d'un pays, l'informatique. C'est le système nerveux d'un pays, des entreprises et de toutes les choses qui régissent notre vie au quotidien. Et ça veut dire que vous n'avez pas de problème d'approvisionnement, par exemple IBM aux États-Unis, IBM en France, d'approvisionnement de produits sophistiqués et haute technologie du Japon ? On est comme tout le monde, évidemment, avec des approvisionnements au Japon. Certains de nos produits dépendent des approvisionnements au Japon, mais du fait que la stratégie d'IBM, c'est d'avoir un sourcing double, on n'a pas eu effectivement de problème d'approvisionnement pour le premier trimestre. Et il n'y en aura pas Et on n'en a pas en prévision. Parce que ce qui est assez formidable dans vos résultats, les résultats de tous les grands groupes, comme le disait Jean-Marc, c'est qu'ils sont très bons. Et surtout, moi, ce qui me frappe, c'est le montant de cash que détiennent dans leur caisse tous les grands groupes américains. Donc, ils font des rachats d'actions, ils versent plus de dividendes. On a l'impression que... Est-ce qu'on est en panne d'idées d'investissement, à tel point que même IBM a voté l'an dernier un plan de rachat de 10 milliards de dollars de ses actions, donc il rémunère ses actionnaires. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'avoir autant d'argent en caisse et de ne pas l'utiliser? Oui, enfin, parfois, c'est un peu choquant. Oui, non, mais alors, première chose, il faut vous dire, enfin, ce cash, il est là pour investir. Nous avons annoncé, avec une redoutable régularité, j'oserais dire, que nous allons dépenser 20 milliards de dollars en investissement, en achat d'entreprise dans les domaines qui sont ceux de notre stratégie, c'est-à-dire l'analyse des données, le cloud computing. Le deuxième sujet, c'est que nous dépensons tous les ans, et y compris au plus fort de la crise, 6 milliards de dollars en recherche et développement. Donc voilà à quoi il sert ce cash, à investir dans l'innovation.
et dans le support de notre stratégie. Maintenant, c'est un bon investissement que de racheter des actions, on le fait aussi. Voilà, c'est ça en fait ce qui est la stratégie B. Mais ne dites pas qu'on n'investit pas, on a investi énormément, 20 milliards sur les 5 prochaines années. On va revenir sur ce qu'on peut faire de cet argent, parce qu'il y a eu quelques idées en France, notamment, qui se sont développées du côté du président de la République pour utiliser cet argent. On va en reparler. Oui. Mais auparavant, IBM, c'est quand même pas une start-up. C'est quand même une vieille dame. Elle a quel âge quand même? 100 ans. 100 ans 100 ans cette année. Et elle investit Elle toujours. continue d'investir. Et vous continuez de caracoler en tête de toute la haute technologie. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous fabriquez plus d'ordinateurs quand on dit que vous êtes... Alors, non. On est dans un certain type d'ordinateurs qui sont les grands serveurs. Vous faites croire que vous fabriquez des ordinateurs, mais vous fabriquez plus d'ordinateurs. Ils sont fabriqués en Chine, vos ordinateurs. On les fabrique, on les conçoit, on les met en place, on les maintient, et ça c'est formidable en termes d'emploi. Je dirais quand même IBM France, c'est 11 000 employés. Ah oui, France. non, mais c'est un très gros employé. Et c'est pratiquement l'outil utilisé, par exemple, vous parlez de calculateur, vous parlez par exemple de simulation numérique, c'est le choix qui a été fait par EDF pour simuler le vieillissement de ses centrales. Le calculateur haute performance IBM a été choisi. Donc non, je pense qu'on est encore dans les ordinateurs. Vous voyez, c'est encore une autre idée fausse. Ça veut dire qu'il y a une vie après la start-up. Je vois votre voisin qui se marre à côté parce que lui, c'est un pur produit de Google. Réinventer. Pour vous, c'est un gamin en fait. Non, pas du tout. Au contraire, je dirais même, à la limite, c'est un client et un partenaire en même temps. Non, mais ça, et c'est vrai. On a des Lenovo chez Philips. Et l'idée, en fait, qu'on met en place, c'est de savoir se réinventer en fonction de ce qui est l'innovation dont nos clients ont besoin. Vous êtes une société de service. Vous êtes société de service. Première société de service en France. Oui, on en est très fiers. Enfin, même dans le monde. Et dans le monde. L'essentiel de vos activités, les pays émergents ou les pays occidentaux? Écoutez, moi je crois qu'effectivement on a une croissance très forte dans les pays à forte croissance. Ils ont déjà émergé, Jean-Marc. Des résultats. d'IBM, c'est 30% de son chiffre d'affaires en 2015 dans les émergents, c'est ça? Alors on est à 21%. Et vous êtes à 21%. En Inde et en Chine. On est à 21%. IBM France est toujours plus gros que IBM Chine, disons-le, mais pas pour longtemps. Par ailleurs fonctionne très bien en Europe, sans doute la première société IBM d'Europe. Et est-ce que c'est compliqué dans une multinationale comme IBM de vendre le territoire France? Alors je sais que votre croissance est très forte en France, mais vu des États-Unis, justement l'initiative du président Sarkozy d'imposer aux entreprises qui payent plus de dividendes de distribuer des primes aux salariés, est-ce que c'est quelque chose? D'abord, je ne sais pas si vous allez l'appliquer. 1 000 € par salarié. IBM France, est-ce que IBM France va le faire? Et comment la direction américaine peut comprendre un pays aussi interventionniste que la France et miser sur un pays comme ça? Est-ce que c'est pénalisant? Comment vous leur expliquez tout ça? D'abord, la première des choses qu'on explique, et je crois Sam Palmisano est venu avec moi rencontrer le président Sarkozy, on le lui a dit. IBM... J'aurais voulu assister à la rencontre. IBM et la France, c'est finalement la même problématique. C'est une problématique de montée en valeur. Et on peut faire une montée en valeur, parce qu'on a quand même, ici en France, de formidables talents. Regardez, si vous me permettez juste un point... Quand vos Américains viennent chez vous, là, en France, ils doivent se dire que c'est quand même un pays où il y a des chefs-d'œuvre en péril. C'est très beau, il y a la Tour Eiffel, le château de Versailles et de très bons restaurants, mais il n'y a quand même pas beaucoup de technologie. J'espère que vous ne résignez pas. Moi, je trouve, au contraire, qu'on a, par exemple... Prenez les data centers, on en parle beaucoup des data centers, il en faut dans le domaine du cloud computing, dans ces fameuses mutualisations de serveurs informatiques. IBM, vous le savez, a investi 300 millions d'euros en France pour les data centers. Pourquoi? Les talents, les compétences sont en France, une offre électrique de très grande stabilité, assez peu onéreuse. Il y a quand même un certain nombre de... Alain Bénichou, vous vous autocensurez parce que lorsque les personnels de grandes entreprises multinationales parlent de la France, ils disent oui, bon, c'est le pays du tourisme, c'est le pays de la Côte d'Azur et des grands musées. Je n'y crois pas et je vous le dis, mais en revanche, on a un certain nombre de contraintes et vous avez raison de dire qu'on vit dans un monde en France où il y a une loi pour tout et l'État est trop interventionniste. C'est surtout une instabilité permanente, législative, réglementaire, etc. J'imagine que les... Si vous prenez par exemple cette idée de la prime de... Alors, vous le faites ou vous le faites pas? Alors, écoutez, on n'a pas eu besoin d'une loi pour, en fin d'année dernière, décider de donner 1 000 $ en actions à tous les employés d'IBM. Tous les salariés d'IBM vont recevoir, à l'exception évidemment des cadres dirigeants,
mais tout le monde va recevoir cette prime. Donc, vous voyez, les systèmes de motivation sont ainsi faits dans les entreprises que par nécessité, on est obligé de motiver nos salariés. On n'a absolument pas besoin d'une loi pour ce faire. Alors, on va donner la parole à Mats Gerdiner pour qu'il nous explique un peu ce qui se passe derrière la coulisse, à l'intérieur des systèmes Internet. Mais auparavant, je vous propose de regarder ces quelques images qui ne vous ont pas échappé cette semaine. C'était la visite de Barack Obama, le démarrage officiel de sa campagne électorale chez Facebook. Regardez, c'est un reportage de Guillaume Biron. 19 millions d'admirateurs sur sa page Facebook. Une élection remportée en 2008 avec l'appui des réseaux sociaux. Barack Obama maîtrise l'art des coups de communication à l'attention des jeunes. Hier, il était reçu par Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook, au siège de la compagnie. My name is Barack Obama and I'm the guy who got Mark to wear a jacket and tie. Thank you. And in fact, if you'd like, Mark, we can take our jackets off. Okay. No, that's good. Une mise en scène décontractée pour faire passer la pilule budgétaire. Le président veut réduire la dette américaine qui s'élève à 14 000 milliards de dollars. Il prévoit pour cela d'importantes coupes dans le domaine du social. Barack Obama a par ailleurs défendu son projet de réforme fiscale. Reforms in the tax system that allows people like me and frankly you, Mark, for paying a little more in taxes. I know you're okay with that. Mark Zuckerberg, 26 ans, est à la tête d'une fortune de près de 7 milliards de dollars. La question des impôts qui s'impose de plus en plus comme un thème majeur de la campagne pour la présidentielle de 2012. Alors, Mats Gerdiner, je vous voyais sourire là, de ces images. Bon, je le disais tout à l'heure, vous appartenez à la dernière génération hein, des industries de haute technologie, c'est-à-dire les Google, les Facebook. Vous avez été celui qui avait implanté Google en France. Est-ce que l'avenir passe par vous ou est-ce qu'il continue de passer par des gens comme Microsoft, IBM ? Je pense qu'il passe par tout le monde. En fait, c'est un écosystème. Ouais. On a les infrastructures, les serveurs, le cloud, comme le disait Alain. Et après, on a tous les sites, les services, les nouveaux usages qui se créent en permanence sur Internet. Et donc, les uns ne peuvent pas vivre sans les autres, en fait. Hein. Donc, les sites et les services, ils ont besoin de débit, ils ont besoin de mémoire sur les serveurs pour exister. Il y a des quantités de données absolument impressionnantes qui passent tous les jours par les tuyaux. Et donc, c'est une symbiose qui existe entre des grosses sociétés comme IBM et, bien entendu, vous dites les Facebook et autres. qu'on en est aujourd'hui encore au Moyen-Âge, hein, dans ce qu'on appelle le e-commerce. La part du e-commerce est très très faible. Oui, c'est vrai. Racontez-nous votre nom. Pourquoi vous vous appelez 55 Ça va peut-être Votre expliquer. société, c'est 55. C'est 55 Ouais. parce qu'en fait, on est parti d'un constat, c'est que dans le monde physique, sur 100 personnes qui rentrent dans un magasin, il y en a 55, donc 55, 55% qui achètent quelque chose. Alors c'est ultra performant. Alors que sur Internet, sur un site e-commerce en moyenne, il n'y a que 2% des gens qui achètent quelque chose. Donc c'est nul. Donc c'est faible. Ouais. Et on Et pense dans qu'il y le a... monde, c'est pas en France, c'est dans le monde. Oui, ça c'est des chiffres qui D'accord. sont cohérents d'un pays à l'autre. La France ouais. n'est pas en retard à ce niveau-là. Alors Non, comment pas on du tout. fait pour rattraper le gap ? Eh ben, pour rattraper ce gap, en fait, il faut mettre beaucoup d'énergie dans la compréhension des données et dans l'analyse de ce qui se passe concrètement et de ce que font les gens, par où ils rentrent, à quel moment ils abandonnent un panier, à quel moment ils consultent des contenus, à quel moment ils font une transaction. Et ça, donc, c'est quelque chose qui est possible grâce à une discipline qui s'appelle l'analytics et qui consiste en fait à analyser tout ce qui se passe pour prendre des décisions qui sont fondées non pas sur des intuitions ou sur des confrontations d'opinion, mais sur des faits réels qui sont mesurés. Mais sur Google comme sur Facebook, aujourd'hui, on est capable d'identifier au millimètre qui vient voir, pourquoi, à Voilà. quel moment, combien de fois. Effectivement, les sociétés comme Google ou Facebook sont emblématiques de sociétés extrêmement performantes dans ce domaine. C'est-à-dire que n'importe quel service qui est lancé est testé sur une portion de l'audience avant d'être mise en ligne définitivement, parce que de cette façon-là, on est certain de lancer une version qui performe bien. Et donc ça, c'est la grosse richesse de l'Internet, c'est de pouvoir tout mesurer en temps réel et de pouvoir ajuster au fur et à mesure par ce qu'on appelle des tests et d'être certain que le service qu'on propose est personnalisé aux besoins du consommateur. Et donc, on sait pourquoi 2% seulement des internautes qui viennent sur un site marchand achètent quelque chose ? Complètement, oui. Et alors, quelle est la raison majeure, quelle est la principale Alors, il faut faire, ça varie évidemment d'un secteur à l'autre, Oui, mais il n'y a pas une grande... le principe de base, c'est qu'il faut tout analyser. Il faut analyser comment les gens arrivent sur le site et il faut analyser après quels sont les endroits où ça bloque.
De manière générale, on peut dire que c'est souvent lié à tout simplement une ergonomie qui est mal faite, un bouton qui est mal placé, qui est en dessous de ce qu'on appelle la ligne de flottaison, c'est-à-dire que les gens ne voient pas. Voilà. Ouais, ou bien ce qu'on appelle un entonnoir de conversion, donc en fait toutes les séquences qui amènent à un achat, qui est mal conçu parce qu'à un moment donné, la personne n'est pas rassurée, elle va s'en aller. Ça peut être également lié à du trafic, c'est-à-dire les gens arrivent sur les sites en général par plein de voies différentes, par des mots-clés, par des bannières intelligentes, par toutes sortes de chemins. Et parfois, ces chemins-là ne sont pas efficaces. Qu'est-ce qui vous paraît avoir le potentiel le plus important, Google ou Facebook? Facebook, demain, c'est quoi? C'est un hypermarché mondial? Alors, je pense que les deux ne sont pas à opposer, en fait. C'est deux sociétés qui ont compris très bien qu'il y avait des usages fondamentaux qui changeaient avec Internet. Google a compris que sur Internet, on pouvait trouver toutes sortes d'informations et donc classe l'information avec des algorithmes très puissants. Facebook a compris qu'il y avait un nouvel usage très important qui s'installait, qui était la communication, le réseau social dématérialisé sur Internet. Et ça fonctionne et c'est un usage qui est très profond. Et les deux sociétés, finalement, ont compris ça. Donc et ça peut avoir une vocation commerciale? Complètement, oui. L'analytique est valable. À mon avis, c'est un puits sans fond en termes d'opportunités d'affaires. Et il est valable pour les grandes entreprises aussi. Notre chiffre d'affaires de l'analytique au premier trimestre a cru de 20%. C'est-à-dire quand vous dites votre chiffre d'affaires d'analytique, c'est la fourniture de modèles. La fourniture de modèles. À des entreprises qui veulent savoir ce qui se passe. Et aussi à des entreprises, regardez ce prédicteur de trafic qui permet non seulement de vous dire que vous allez tomber sur un bouchon lorsque vous y êtes, mais 1 heure à l'avance. Aujourd'hui, en captant simplement les données de vos smartphones, et de tous les capteurs qui existent aujourd'hui sur les routes, qui existent aujourd'hui. C'est quoi? C'est l'avenir, c'est ça? Ces choses-là sont des capteurs, mais ensuite, il faut faire l'analytique, comme il le disait. C'est-à-dire, il faut faire les maths qui vous disent, voilà... Ça, c'est la boutique, quoi. Il faut rentrer dedans. C'est l'avenir, en fait. C'est déjà là. C'est déjà là. En fait, il ne faut plus parler d'Internet. Oui, non, mais ce qui va se passer à l'intérieur de ça, c'est l'avenir. Complètement, oui. Ouais. Complètement. Enfin, tout ce qu'on peut faire comme accès en mobilité à des ressources Internet qui sont dans le cloud, c'est effectivement pourquoi ça qui va changer. Pourquoi en tant qu'acteur, en tant que fournisseur, on est aussi en retard en France et en Europe? Je suis pas sûr qu'il y ait un retard. Il y a effectivement un retard en termes de pénétration d'Internet, mais il y a de très bonnes infrastructures. Il y a du haut débit pas cher. Je pense qu'on est dans un système où le marché. D'accord, mais les grandes vedettes, IBM, Apple, tout ça, ils sont tous aux États-Unis. Tout est né aux États-Unis. Il y a une différence fondamentale, je pense, entre la France ou l'Europe et les États-Unis, c'est qu'on est en Europe sur une somme de marché très différente d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue fiscal, d'un point de vue des usages, de la culture, et que donc c'est très difficile d'amortir des coûts de développement rapidement parce qu'en fait on est dans une agrégation de marché là où aux États-Unis quand vous lancez un service vous avez accès à 350 millions de consommateurs. Et quand on vous dit que cet excès de transparence n'a pas que des effets bénéfiques et que la liberté individuelle, qu'est-ce que vous répondez? Ça c'est certain, c'est-à-dire qu'en fait il faut... Alors comment on va faire? Comment on va faire? Il faut avoir confiance, je pense. On s'est aperçu aujourd'hui que sur smartphone, on pouvait lister les gens. Oui, bien sûr. Les iPhones enregistrent vos déplacements de la même façon que... Muriel, je vous donne mon iPhone et vous allez savoir tout ce qui s'est passé dans ma vie depuis une semaine. Enfin. Non, mais et en plus... Ça n'a aucun intérêt. Oui, mais l'autre problème, c'est aussi que Facebook, etc., capte toute la publicité. Je vais parler pour ma paroisse, mais la presse papier, comment vous voyez l'avenir de... C'était Bob Woodward qui a fait une interview très intéressante, celui qui a révélé le Watergate. Il a fait une interview récemment et il est très négatif. Enfin, il disait Google a tué la presse papier et c'est un drame parce que la presse n'a plus les moyens de financer des véritables enquêtes, etc. Non, c'est pas. Alors c'est une façon de voir les choses qui est à mon avis totalement biaisée. C'est-à-dire que c'est pas Google qui a tué la presse papier, c'est l'Internet qui change les usages et les modèles économiques et la presse qui n'a pas su s'adapter à tous ces bouleversements. C'est-à-dire qu'en fait, la presse devrait, et d'ailleurs il y a des groupes de presse qui le font. Oui, non, mais il y a des groupes de presse qui le font. Devraient se poser la question de savoir quel est son métier. Est-ce que c'est le fait de livrer en kiosque des nouvelles ou des informations ou des contenus de manière hebdomadaire ou journalière, ou bien est-ce que c'est de produire des contenus éditorialisés de qualité en permanence dans des flux, parce que les usages aujourd'hui c'est ça. Vous consultez des contenus sur votre iPhone, sur votre ordinateur, et donc en fait c'est un changement de paradigme, mais il faut juste penser qu'on fait un nouveau métier. Alors, et c'est cette révolution-là qui est difficile. Alors, Mats Gardenage, comme vous êtes breton, je ne vous poserai pas la question, mais Alain Bénichou, comme vous travaillez dans une entreprise d'Amérique, vous êtes optimiste ou pessimiste sur le modèle français? Écoutez, moi, en un mot, je reste optimiste toujours. Il faut rester optimiste. Pourquoi? Encore une fois, la valeur ajoutée, le talent des gens, c'est le plus important. Merci à tous. D'autres infos sur iTélé.
Les clés de l'écho